Alexandre Janka du vol au meurtre. Dans la nuit du 4 juin 2011, Alexandre Janka, tout juste 14 ans, scolarisé dans un collège à Pau, disparaît après avoir passé la soirée avec des amis lors d'une fête de quartier à Pau. Il faudra plusieurs semaines pour retrouver son corps et attendre encore 2 ans pour que ceux qui ont tué Alexandre soient arrêtés. Bonsoir à toutes et à tous, c'est Amanti et j'espère que vous allez bien. Le meurtre d'Alexandre Janka est résolu. Il ne reste pas moins que les circonstances de sa mort sont à la fois horribles et faites d'ombre car les accusés ne s'enfoncent pas plus et certains restent muets. Je raconte l'affaire en détail. Il y aura donc des passages très difficiles. Retour sur l'histoire de la disparition et de la mort d'Alexandre Janka. Revenons d'abord sur les circonstances de cette disparition. Les parents d'Alexandre sont séparés, mais tous deux vivent sur Pau. Alors Alexandre peut passer certains week-ends avec son père. Il a juste à prendre son vélo. Il quitte le domicile où il vit avec sa mère, à côté de l'hippodrome de Pau. Il part le vendredi soir et revient le dimanche soir. Le week-end du 3 juin est un week-end où Alexandre se rend chez son père. Il souhaite un bon week-end à sa mère et part. Le vendredi soir se passe bien, la journée du samedi aussi. Mais sa mère va recevoir un appel inquiétant le dimanche matin, car Alexandre n'est pas rentré chez son père, qui habite dans le quartier des Halles. Il avait passé la soirée avec des amis. Autour de 21h, il enverra un message à son père pour lui dire qu'il rentrera avant 23h et qu'il n'aura pas mangé. Il était ce soir-là à une fête de quartier à Saragosse. Les parents d'Alexandre s'inquiètent. Ils tentent de l'appeler sur son portable, mais en vain, jusqu'à saturer la boîte vocale. La police est bien sûr appelée et une enquête commence. Le dimanche soir, les policiers retrouvent son vélo attaché à un poteau à peine 10 mètres du domicile de son père, dans la rue Gallos. La presse diffuse un appel à témoins et grâce à la mairie, des portraits géants du petit Alexandre sont diffusés un peu partout en ville. Le 10 juin, une information judiciaire pour enlèvement et séquestration est ouverte, afin d'élargir les moyens d'enquête. On sait aussi que vers 22h45, il dit au revoir à ses copains. On sait aussi qu'à 22h52, il sera aperçu par une caméra de vidéosurveillance de la rue Gallos. Puis après 22h52, il disparaît. La fugue, ses proches n'y croient pas une seule seconde. Au collège, tout se passe bien, c'est un bon élève sans histoire. En signe de soutien, des camarades de son collège feront une marche dès le lundi. 300 élèves distribuent des tracts avec sa photo. Toute la ville est fouillée en vain. On fouille les égouts et les eaux alentours, mais rien. Aucune trace du jeune Alexandre. Jusqu'au jour où un corps est retrouvé rue Amédée Roussil. La découverte du corps. Le 26 juin 2011, un SDF fait une macabre découverte. Au bord de l'eau, dans le gave de Pau, il trouve un morceau de corps, une cuisse. Pour le moment, la police ne fait aucun lien avec la disparition d'Alexandre, survenue 23 jours plus tôt. Mais certains habitants pensent déjà que le pire est arrivé à Alexandre. On lira dans les journaux que l'os trouvé est de taille adulte. La maman d'Alexandre ne s'alarme pas et se rend au tribunal pour un rendez-vous. Pendant qu'elle attend, assise dans le couloir du tribunal de Pau, elle aperçoit des journalistes dans un silence quasi religieux. En entrant dans le bureau de la juge d'instruction, accompagnée de son avocate et de son mari, ils apprennent qu'une analyse ADN a été faite en urgence sur le fémur retrouvé et que malheureusement, il correspond
à celui d'Alexandre. Les parents sont effondrés. Les parents viennent d'apprendre que leur fils de 14 ans est mort. Ils apprennent aussi de la bouche du procureur que leur fils a été démembré post-mortem. Le 30 juin, une information judiciaire pour assassinat de mineurs de moins de 15 ans, précédé ou accompagné d'actes de barbarie, est ouverte. Le samedi 2 juillet à Pau, une marche est organisée pour Alexandre. Ils seront plus de 5000 à marcher dans le silence, aux côtés des proches d'Alexandre. Les parents veulent la vérité et les habitants s'inquiètent. Les auteurs sont toujours libres et pourraient tout à fait recommencer. Les enquêteurs ont encore du travail, retrouver le reste du corps d'Alexandre et mettre à l'ombre ceux qui s'en sont pris à un ado de 14 ans la nuit du 4 juin. Des mois d'errance. De très gros moyens sont apportés pour à la fois retrouver les auteurs et pour retrouver le corps d'Alexandre. Au total, l'enquête aurait mobilisé des plongeurs en renfort pour fouiller le gave de Pau, 60 enquêteurs, des experts en médecine légale, toxicologie et hématologie. Des anthropologues ont même été appelés pour savoir si le corps d'Alexandre n'avait pas été l'outil d'un rite quelconque. Pas moins de 500 perquisitions dans plusieurs appartements, mais rien. Et seront passés au crible des centaines de milliers d'appels téléphoniques, ainsi que 2000 auditions au total depuis le 5 juin 2011. Un numéro vert est mis à la disposition de la population, une dizaine d'appels par jour, mais les témoignages n'aident pas. On fouille le gave de Pau, mais rien. Jusqu'en octobre, où les recherches reprennent là où le fémur fut retrouvé, tout près d'un vieux lavoir, où une digue fut temporairement construite peu de temps avant sa disparition. Après sa destruction, les recherches reprennent. Les chiens marquent plusieurs endroits. Une grosse bâche, des barrières sont installées. Le corps d'Alexandre était là. Il est entier, mais en fragments. Des morceaux d'os sont retrouvés les 19 et 20 octobre. Le 22 octobre, l'ADN parle. Il confirme qu'il s'agit bien des restes du corps d'Alexandre. L'enquête avance, mais avec l'eau, il sera difficile de trouver des indices sur le ou les auteurs du crime. Il faudra 9 mois pour qu'Alexandre soit enterré, en juillet 2012. Le cercueil est apporté scellé aux proches. Dur de faire son deuil lorsqu'on ne voit pas le corps du proche disparu. Ce 2 juillet 2012, ils sont 300 à assister aux obsèques d'Alexandre. Le ou les auteurs du crime sont toujours libres, mais les enquêteurs de Bordeaux, de Bayonne et de Pau ne lâchent rien. À la recherche des auteurs. Après l'enterrement de son enfant, sa mère va lire les registres des condoléances. Et elle va tomber sur un mot très étrange. Je le cite. « Je connais ce qui est arrivé. Ce connard qui t'a fait ça est sous terre, signé Mike SDF. Ce peut être un jeu morbide, mais pour s'en assurer, elle donne ce mot aux enquêteurs. Grâce à ce mot, toute l'affaire sera démêlée. Les enquêteurs font des recherches sur la téléphonie et tombent sur un nom. Christian Pierre. Il est malheureusement décédé, mais il connaissait d'autres personnes. Le 5 avril 2013, 5 personnes sont placées en garde à vue. Des marginaux et un chasseur. Tous sont mis en examen. Ils seront écroués pour les chefs de séquestration et d'assassinat le 7 avril 2013. Le principal suspect, Michael BRL, 27 ans, avoue le meurtre d'Alexandre. Mais il raconte qu'il n'était pas seul ce soir-là. Qu'avec lui, il y avait un autre homme, Christopher Camille, un SDF de 23 ans, qui aurait volé le portable d'Alexandre. Et un autre homme, Christian Pierre, l'homme décédé.
Michael avoue avoir frappé Alexandre avec un marteau à plusieurs reprises. Je cite, parce qu'il avait la rage, qu'il était alcoolisé, qu'il avait passé sa journée à boire et à ne rien faire d'autre. Il y a aussi Fatima Enadja, la compagne de Michael, 47 ans, Mike Bonnet, son colocataire, et Claude Ducos, un retraité de 74 ans, chasseur, et amant du meurtrier présumé. Le 22 avril, Claude Ducos est accusé d'avoir démembré le corps du jeune Alexandre. Il comparaît devant la chambre d'instruction de Pau. Il demandera sa remise en liberté, car selon son avocat, Claude Ducos est présumé innocent et donc libre. L'homme a été mis en cause par Michael Baérel. Mais Claude Ducos se dit innocent, déclarant que si Michael lui avait raconté ce qu'il avait fait ce soir-là, il serait allé directement au commissariat. Cependant, de nombreux indices plaident en sa défaveur. Tout d'abord, un nombre important d'appels téléphoniques la nuit du crime, vers le portable de Michael. 21 appels le 5 juin, rien de moins. 4 appels en pleine nuit, de la part de Michael vers Claude. Il laissera 4 messages. Mais Claude dit qu'il ne sait pas se servir de la messagerie, et donc qu'il n'a pas écouté ces messages. Pourtant, le portable de Claude est géolocalisé dans la ville. Et ce sont 17 appels qui seront passés entre 16h30 et 13h33 ce jour-là. Visiblement, ils ont eu énormément de choses à se raconter. Mais le chasseur ne dit rien, il se tait. Michael dira qu'il a appelé à plusieurs reprises Claude en lui expliquant qu'il avait fait une très grosse bêtise et qu'il avait besoin de son aide. Et encore, selon Michael, il retrouve Claude à Pau, car Claude vit un peu plus loin. Et Claude lui aurait répondu « On va trouver une solution ». Par la suite, ils vont encore communiquer à plusieurs reprises entre le 17 avril, jour où le corps d'Alexandre aurait été caché dans les gaves de Pau, et le 26 juin, le jour où une partie du corps d'Alexandre est découverte. Autre chose qui plaide en sa défaveur, un véhicule, une Peugeot 305 appartenant à Claude. Le véhicule qui a disparu, enfin, qui a été mis à la casse très peu de temps après la disparition d'Alexandre. Un véhicule qui aurait très bien pu servir à transporter le corps. Claude Ducos remplace ce véhicule par un autre, du même modèle, avec le même numéro de plaque d'immatriculation. Alors, est-ce que c'est une arnaque? Ou y a-t-il une volonté de brouiller les pistes? Nul ne sait, Claude Ducos reste muet. Claude Ducos réfute avoir été mis au courant de ce qu'il s'est passé cette nuit-là. Il se demande pourquoi Michael l'accuse, qu'il n'a pas découpé le corps d'Alexandre. Michael au départ s'est accusé d'avoir découpé le corps avec une scie, mais ce n'est pas une scie qui a découpé le corps, et ce sont les mots des experts. J'ai trouvé un site qui donne une retranscription exacte des mots, je vous le mets en barre d'infos. En 2014, dans la nuit du 23 au 24 juin, toute la nuit, une reconstitution sera faite avec les 4 accusés. Mais tous restent sur leur position. Des mises en accusation. L'instruction est close. Les chefs d'accusation à l'encontre des tueurs présumés vont de vol avec violence ayant entraîné la mort pour Michael Baérel et Christopher Camille, car leur intention première était le vol du portable. L'intention de tuer Alexandre n'a pas été retenue par les juges. Ils encourent malgré tout la perpétuité, jusqu'à la non-dénonciation du crime pour Mike Bonnet, qui sera complètement disculpé dans l'agression, car il n'était pas à Pau ce soir-là. Il est simplement le colocataire de Mike. Fatima risque 3 ans de prison pour non-dénonciation de crime et recel de cadavre. Quant à Claude Ducos, il est lui aussi poursuivi pour non-dénonciation de crime et atteinte à l'intégrité d'un cadavre. Le procès.
Le procès s'ouvre le 7 juin 2016, 5 ans presque jour pour jour après le meurtre d'Alexandre Ginka. Sur les 5 suspects, 4 sont accusés d'avoir commis le crime ou de l'avoir caché. Des détails sur la nuit de la mort d'Alexandre sont dessinés. Après les coups de marteau, Mickaël avoue lui avoir porté des coups de pied et de poing. Alexandre se serait évanoui, se serait réveillé, puis aurait pleuré et crié de douleur, ce qui aurait énervé Mickaël, qui aurait renouvelé les coups. Mais c'est contradictoire avec les propos des experts. Pour eux, le premier coup de marteau a créé un œdème cérébral. Alexandre ne serait resté en vie qu'une dizaine de minutes avant de succomber à cette blessure. Si bien sûr, le coup de marteau était le premier coup porté. La découpe du corps est minutieuse, experte. En tout cas, en partie. Une première tentative de démembrer le corps sera pratiquée par une personne qui ne connaît rien. Puis une seconde par une personne qui s'y connaît très bien. L'auteur de cette découpe a pratiqué ou a vu quelqu'un d'autre le faire à de multiples reprises. Claude Ducos donc est fortement suspecté. Son profil correspond, c'est un chasseur qui a l'habitude de découper ses proies. Le corps d'Alexandre fut très bien caché dans un coin où il n'aurait jamais dû réapparaître. Pour les experts, Mickaël BRL n'en est pas capable. Le verdict tombe le vendredi 16 juin 2016. Mickaël BRL est condamné à la prison à perpétuité sans sûreté. Donc en 2036, il pourra demander à sortir de prison. Christopher Camille écope de 15 ans. Claude Ducos, le seul à comparaître libre, et Fatima et Nadja sont tous deux condamnés à 3 ans de détention. Seul Claude Ducos se pourvoit en appel et il se déclare toujours innocent. Qu'il n'a pas, je cite, découpé le corps du gosse. En appel, il est de nouveau condamné à 3 ans de prison. Le 28 juillet 2017, Claude Ducos est remis en liberté et nie toujours son implication, malgré tous les éléments de preuve indirects contre lui. Fatima est libre, Mickaël BRL et Christopher Camille sont toujours en prison. La dernière fois qu'Alexandre sera vu en vie, c'est sur une caméra de vidéosurveillance d'une banque située à 300 mètres de chez son père, à 22h51. Le meurtre d'Alexandre est résolu, les auteurs sont derrière les barreaux. Certains sont déjà libres. Un accusé réfute sa culpabilité. Certes, il n'y a contre lui que des éléments indirects. Les propos de l'accusé principal, des coups de téléphone suspects, son téléphone géolocalisé à Pau, un véhicule qui se trouve à la casse, pile quand tout le monde cherche Alexandre, et un suspect qui reste muré dans le silence. Cependant, vous l'avez remarqué, il manque un lieu dans cette affaire, un endroit qui a toute son importance. Le lieu où le corps d'Alexandre a été démembré. Après avoir frappé Alexandre, il transporte son corps dans l'appartement de Fatima tout proche. Puis il cache le corps dans l'appartement de Christian Pierre. A-t-il été démembré dans cet appartement ou ailleurs? Si c'est l'appartement de Christian, cela signifie que le corps serait resté 14 jours dans son logement. On ne sait pas de quoi est mort Christian Pierre. Je n'ai trouvé aucune information à ce sujet. Il y a d'autres questions qui restent en suspens. Pourquoi attendre avant de s'en débarrasser? Peut-être à cause des affiches qui circulent un peu partout en ville, de toute cette mobilisation. La peur peut-être. Pourquoi avoir changé le corps de place? Tout porte à croire qu'Alexandre a été agressé et tué devant la supérette des Halles. L'attaque ne dure que quelques instants. Pourquoi ne pas l'avoir simplement assommé, prendre le téléphone et partir, en laissant inconscient Alexandre, sans se soucier de son destin?
On ne sait pas vraiment comment est mort Alexandre. S'il est mort sur le coup, ou si, comme Fatima le prétend, qu'il aurait été séquestré dans sa cave. Le lieu sera bien entendu fouillé, on ne trouvera rien. Pas de traces de sang. C'est étrange. Le corps d'Alexandre fut découpé puis immergé, il y a donc peu d'éléments sur son corps. Finalement, ce crime porte en lui de nombreuses zones d'ombre. On voit aussi dans cette affaire que la vérité est subjective, qu'elle diffère en fonction de l'œil des suspects. Certains s'accusent, certains se réfutent, certains se réfugient dans le silence. Un silence très pesant. Mais malgré ce silence, la justice a tranché. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce en l'air si c'est le cas et à partager vos avis en commentaire. Je me suis servi de plusieurs articles de presse ainsi que de 2 vidéos en particulier. Celle de Marion Aquilina qui est excellente et la vidéo de Charlie Frégoul dédiée à l'affaire qui m'a donné quelques détails importants. Je vous donne rendez-vous ce week-end pour de nouvelles actualités. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Et surtout, n'oubliez pas,